cause. Et d'une certaine façon, on passe au crible les promesses de Gabriel Attal. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il est le seul des hommes politiques et des candidats à la présidentielle à être sur le terrain cet été. Et bien du coup, on parle de lui presque tous les jours. Alors je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais il a dit qu'il voulait lancer la plus grande chasse au gâchis jamais menée. 1 litre sur 5 se perd à cause des fuites dans les réseaux de distribution. On est avec Frédéric Danhé. Bonjour Frédéric. Bonjour Jacques. Soyez le bienvenu. Vous êtes journaliste à Marianne, diplômé également. Je le précise parce que ça met l'église au milieu du village, si je puis dire. Diplômé en gestion des ressources naturelles renouvelables. Eh ben oui, mais ça veut dire qu'on parle à quelqu'un qui s'y connaît, donc c'est plutôt pas mal. Frédéric Danhé, d'abord, on va évidemment détailler tout ça et j'ai plein de questions à vous poser, notamment sur l'irrigation, sur l'utilisation des eaux usées, etc. Mais d'abord, Gabriel Attal, il fait le bon constat ou pas ? Gabriel Attal fait le bon constat, un constat qui n'est pas nouveau chez les gens qui connaissent un peu l'eau, ce que je prétends savoir un petit peu. C'est un constat qui n'est pas nouveau dans les collectivités qui connaissent bien leur réseau d'eau. Hein. Je rappelle je vous dis, ou j'apprends pour nos auditeurs et nos auditrices que l'eau est gérée à une échelle ultra locale en France. Elle est gérée par les collectivités elles-mêmes et donc les maires, les responsables de collectivités connaissent en général très bien leur réseau, savent en général là où ça fuit et savent en général comment résorber les fuites par un argent qu'elles n'ont pas toujours. Donc oui, il fait le bon constat. Le côté positif, c'est qu'on a un candidat autre qu'Écolo et LFI, parce que LFI travaille sur la question depuis longtemps. On a un candidat autre que donc les écolos et LFI qui parlent de l'eau et qui va même jusqu'à envisager un ministère de l'eau. J'allais vous dire enfin. Enfin, certains diront que c'est peut-être de la démagogie, mais c'est une autre question. Peut-être qu'on pourrait aborder la question de l'eau grise, parce que je regardais en préparant cet entretien que on n'est pas très bon en la matière et que d'autres pays font mieux que nous. On ne sait pas bien récupérer l'eau grise, c'est-à-dire l'eau qui est pas bonne à la consommation, je dirais humaine, mais qui est suffisamment bonne pour qu'on puisse prendre des douches et s'en servir pour un certain nombre d'usages. Oui, c'est ça. Alors, faut pas imaginer. En France, on aime bien trouver les saints Graal, les solutions uniques à tout. C'est pas parce qu'on autoriserait de manière plus simple et plus rapide la réutilisation des eaux usées qu'on va créer une nouvelle ressource en eau. Attention, si en France on l'utilise peu, c'est parce qu'on a un réseau d'eau potable qui est quasiment unique au monde, qui fonctionne bien, qui amène de l'eau partout. Et pour le rentabiliser, ce réseau, il alimente même nos douches et nos toilettes et nos lave-vaisselle. Alors, il ne reste pas moins qu'on peut réutiliser de l'eau, on peut en réutiliser plus. Là, pour l'instant, on est à 1%. Donc, c'est l'eau, surtout des stations d'épuration, qui est rejetée après traitement directement dans les rivières. Et ensuite, ce que vous dites, Jacques, ça, c'est autre chose. Les eaux grises au sein des immeubles, au sein des quartiers, les eaux de la douche, c'est encore autre chose. D'accord. Alors, on pourrait arriver à 3-4% assez facilement. Le bémol, je vais vite là-dessus. Le bémol, c'est que si vous voulez réutiliser l'eau, par exemple, des stations d'épuration, comme le fait la ville de Toulouse, par exemple, pour nettoyer ses rues, il faut qu'il y ait en fait, il faut que vous puissiez l'utiliser tout de suite, vous branchez tout de suite sur la station d'épuration. Sinon, vous êtes obligé de créer un nouveau réseau et ça coûte très cher. C'est ça la principale limitation. L'autre limitation, c'est une limitation réglementaire. C'est les agences régionales de santé qui ont peur d'une chose, c'est qu'on ait la diarrhée en buvant un tout petit peu de cette eau-là. Alors, les réglementations ont un peu changé, mais il y a de plus en plus de collectivités qui le font. Sur l'île de Ré, par exemple, la plupart des voiries ou les bouches à incendie, par exemple, sont alimentées directement par les eaux de rejet de la station d'épuration. C'est possible. Allez-y. Ça veut dire dans les deux cas que ce sont des eaux de récupération quand même, et dans les deux cas, on le fait, compte tenu des chiffres que vous citez, on le fait très très peu. Et on pourrait faire beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour qu'on fasse mieux ? Alors pour qu'on fasse mieux, déjà, il y a une barrière, c'est l'effet beurre qu'on dit dans ce métier-là. Être en capacité de se dire, je vais me doucher finalement avec la même eau que j'ai utilisée hier. Simplement, elle a été filtrée et elle me remonte. Il y a même un programme de recherche qui s'appelle le programme OCAPI. C'est de l'école des ponts et l'université de Créteil qui travaille, comme son nom l'indique, sur la réutilisation des eaux noires, les eaux des toilettes, qu'on peut réutiliser après filtrage. Simplement, il faut se dire que oui, on peut le faire sans risque pour la santé. Donc, à cet effet-là, l'autre effet, comme je vous ai dit, c'est si vraiment on veut démultiplier cet usage, il faut créer un nouveau réseau
à partir des stations d'épuration pour réutiliser cette eau de manière, par exemple pour l'irrigation, de manière plus soutenue, mais ça coûte cher. Et dans les immeubles, notamment dans les immeubles neufs, il faut penser réutilisation en continu, recyclage permanent des eaux grises, les eaux des lavabos, des douches, des lave-vaisselle, des lave-linges. Il y a un essai qui est fait notamment il y a des essais qui ont été faits à Grenoble, il y a un essai qui est fait en ce moment à Paris sur le quartier Saint-Vincent-de-Paul. Ça coûte beaucoup plus cher au mètre carré, mais c'est possible. Oui, mais Frédéric Danhé, à vous expliquer, ça, à vous entendre, ça veut dire quand même que notamment sur ces eaux, y compris les eaux noires qui pourraient être irriguées, ça signifie qu'on pourrait quand même solutionner un certain nombre de manque d'eau, et notamment dans le domaine de l'agriculture. On pourrait imaginer que ces eaux qui sont usées, qui sont retravaillées, solutionnent la question de l'irrigation, là où il y a quand même beaucoup de points de crispation. Alors peut-être qu'en termes d'infrastructure, ce que je dis est énorme, mais théoriquement, c'est possible. Théoriquement, c'est possible, mais ça n'alimentera jamais, ça ne comblera jamais les besoins totaux de l'agriculture. Ça, c'est sûr et certain. On n'est pas du tout sur les mêmes volumes. Et puis, comme vous l'avez rappelé, il y a cet effet de réseau à créer. Vous savez, entre une station d'épuration et l'endroit où les agriculteurs ont besoin d'eau, mais il peut y avoir 10, 20, 30 km et des canalisations, ça coûte très cher. C'est ça. Donc, il y a d'autres solutions à trouver. Alors, Gabriel Attal dit pouvoir récupérer 1000 milliards de litres d'eau, l'équivalent de 400 000 piscines olympiques d'ici 2035. Il les a trouvés où, ces chiffres? C'est crédible, ça? Oui, c'est crédible. Oui, 1000 milliards de litres, ça veut dire 1 milliard de mètres cubes. On perd à l'année à peu près, donc 20%, vous l'avez dit, 1 litre sur 5 d'eau à cause des petits trous dans les canalisations. On perd en moyenne 840 millions de mètres cubes. Bon, donc il a mis 1 milliard, c'est pas mal. C'est des chiffres qui sont connus de tout le monde. Il n'y a rien de nouveau. Sur lesquels travaillent toutes les collectivités avec les financements des agences de l'eau, et les agences de l'eau trouvent elles-mêmes leur financement sur les redevances que nous payons tous, vous comme moi Jacques et nos auditeurs et nos auditrices sur les factures d'eau. Donc il n'y a rien de nouveau, ils découvrent pas la lune, c'est déjà une évidence. Oui Jacques. Une question concrète, Frédéric Danhé, journaliste à Marianne, et avec vous, évidemment, on parle des mesures de restriction d'eau. Il faut s'attendre à ce que les prix augmentent dans les années à venir, parce que vous dites que malheureusement, ce qu'on connaît cet été, on va le connaître, et de façon peut-être même encore plus accentuée dans les années à venir. Oui, le prix de l'eau ne peut qu'exploser. C'est une évidence. 1, pour réparer les réseaux. 2, parce que l'eau est de plus en plus polluée par des molécules de plus en plus difficiles à détruire par les unités de potabilisation. 3, parce que pour limiter le risque sécheresse, le risque justement de pénurie d'eau dans certains territoires, notamment dans la Creuse, qui est toujours soumise à des arrêtés sécheresse, va falloir interconnecter les aires de captage, interconnecter les barrages. Tout ça va coûter très cher. Donc en plus de la sobriété qui sera demandée à chacun, faudra mettre la main au panier. Il faut savoir aujourd'hui, Jacques, je ne sais pas si vous-même vous connaissez le prix de votre mètre cube. Je vous pose la question. Non, je ne le connais pas exactement. Je sais que la facture n'est pas très élevée. C'est la seule chose que j'ai en tête. C'est 0,8% du budget familial. Du bout des lèvres, les élus disent, les élus qui gèrent l'eau, je le répète, ce sont les élus locaux qui gèrent l'eau. On peut arriver à x2, x3 d'ici moins de 10 ans facilement. Il y a un vrai problème de ressources en eau. L'eau coûte de plus en plus cher et va coûter de plus en plus cher. C'est une évidence. Et il va falloir se pencher aussi sérieusement sur la problématique d'irrigation. Comment mieux irriguer? Merci beaucoup Frédéric Danhé, journaliste à Marianne, diplômé en gestion des ressources naturelles renouvelables, de nous avoir éclairé sur cette question avec vous. On a parlé des restrictions, des mesures de restriction en eau. Dans un instant, les